Voilà, bonjour, hein, excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Aujourd'hui, j'ai un petit problème de connexion. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? Donc voilà. Donc si on revient au thème, si on a envie de comprendre le client, quelles sont les questions majeures sur lesquelles il faudrait réfléchir? Pour moi, la première question à laquelle il faudrait répondre, c'est que le client, lorsqu'il achète, il est influencé par quoi? Et cette question, elle a son importance. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas mercaticien, on lui pose la question, quelles sont les variables qui déterminent votre achat? En général, les mots qui reviennent, c'est le prix, c'est la marque, c'est la qualité. Et à travers ces réponses, on s'aperçoit que lui-même, en tant que client, il ne maîtrise pas les variables qui influencent son achat. Et raison pour laquelle en marketing, on a réglé la question en réfléchissant sur toutes les variables sur lesquelles il faudrait travailler pour l'influencer. Et en réfléchissant sur ça, les mercaticiens ont abouti à un certain nombre de réponses en disant, un client, lorsqu'il achète, il est influencé par ce qu'on appelle des variables individuelles qui sont propres à lui-même et d'autres qui sont environnementales, qui sont propres à son milieu de vie. Quelles sont les variables individuelles sur lesquelles il faudrait travailler pour comprendre comment influencer son client? La première variable, c'est la motivation. Et je ne reviendrai pas sur la motivation, parce que dans la définition basique de la motivation, et cette définition, elle m'intéresse, parce qu'on dit que c'est une force consciente ou inconsciente qui pousse à l'achat. C'est une force consciente ou inconsciente qui pousse à l'achat. Donc c'est une façon de dire, parfois, que le client peut acheter de manière inconsciente. Dans quel cas il achète de manière inconsciente? Lorsqu'il a une motivation qui est hédoniste, lorsqu'il a une motivation qui est oblative, lorsqu'il a une motivation d'auto-expression. C'est quoi la motivation hédoniste? Dans la vie, il y a des gens qui sont habitués à se faire plaisir et qui ne se retiennent pas lorsqu'ils tombent sous le charme d'un produit. Ça arrive à beaucoup de gens. Par exemple, je pose la question à mes étudiants en leur disant, est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'aller quelque part, de ne pas programmer un achat, d'être séduit par un produit, peut-être que c'était l'argent de votre père, d'acheter et de revenir à la maison pour dire, moi pourtant cet argent n'était pas destiné à ça. Mais comment je fais pour acheter pour ne pas me rendre compte de cela? Donc juste pour dire qu'à l'instant que vous achetiez, vous étiez victime de cette motivation-là, qui est une motivation parfois hédoniste. Et dans la définition même de force inconsciente, on montre que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Pour la motivation oblative, c'est juste une motivation liée au fait que certains ont du plaisir à faire plaisir aux autres. Et les marchands ambulants, en général, en ville, je les taquine souvent, ils profitent beaucoup de cette motivation. Vous voyez une dame qui descend à 16 h, qui n'avait pas programmé un achat, qui est dans les embouteillages, qui regarde un petit truc et qui dit « ça pourrait être joli pour mon neveu hein », et qui l'achète comme ça, de manière impulsive. En achetant ce produit, ce client-là, il est victime de cette motivation qui est oblative. Parce que c'est quelqu'un qui est habitué à voir les autres avoir plaisir et qui se fait plaisir en voyant les autres avoir plaisir. La motivation d'auto-expression. Et cette motivation, plus tard, on va la lier à la personnalité, parce que c'est une motivation qui est en parfaite corrélation avec la personnalité. C'est que derrière leur achat, les clients cherchent à se faire une identité, à exprimer quelque chose. Et ça, on le comprend bien. Actuellement, dans la consommation même ou dans l'achat même des produits, les clients sont dans la recherche de cette identité. Et les entreprises ont tellement compris que certains même sont en train de travailler sur des séries limitées. Et j'avais expliqué l'exemple de Aldo, qui est en train de dire à ses clients, venez chez moi, parce que chez moi, c'est des produits typiques. Voilà, c'est des séries limitées. Si le produit est fait, il n'y a aucune possibilité d'en avoir pour de prochains achats. Et c'est une façon de dire aux clients, nous, on est conscient de cette motivation que tu as. Et on va t'aider à le satisfaire. Maintenant, pour mieux intégrer ces motivations-là dans la démarche qu'on a avec le client, en marketing, on a jugé nécessaire de manière très pédagogique de modéliser cela. Et je pense que là, le professeur Khan en a bien parlé dans ses lives. On utilise un modèle très simple qu'on appelle le modèle Soncas. Et je ne reviendrai pas sur ce modèle. Ce modèle permet d'identifier tous les mobiles d'achat du client. Et ces mobiles partent de l'achat pour la sécurité, de l'achat pour l'orgueil, de l'achat pour les besoins de nouveauté, de l'achat pour l'argent, de l'achat pour la sympathie et de l'achat même pour l'environnement.
Qu'est-ce qu'on entend par mobile sécurité? Il y a des gens qui, lorsqu'ils achètent, ne sont pas intéressés par la nouveauté. Ils veulent se sécuriser à travers leur achat. J'ai peur que cela ait telle conséquence sur mes enfants, etc., etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui est soucieux de sa sécurité lors de l'achat. Et en général, lorsque quelqu'un est comme ça, lors de la négociation commerciale, je ne reviens pas sur le cours de négociation commerciale, le commercial va miser sur des garanties qu'il va lui offrir. Et ce gars-là, pour analyser sa motivation, on va regarder son comportement. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en marketing, on a recours à ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. On aura à en parler plus tard lorsqu'on reviendra sur la notion de personnalité. Juste pour dire qu'en marketing, le mobile d'achat, il est important. Le client qui est en face de nous, est-ce qu'il achète pour sa sécurité? Est-ce qu'il achète pour son orgueil? C'est quelqu'un qui est habitué à se faire plaisir, etc., qui veut montrer qui il est, etc., qui veut se valoriser à travers son achat. Et c'est des choses qu'on intègre dans la démarche client. Donc, je ne reviendrai pas sur le cours de négociation commerciale parce que M. Khan en a déjà parlé. Donc, il y a un mobile aussi lié à la sympathie, quelqu'un qui recherche de la reconnaissance à travers son achat. Il y a aussi un mobile lié à l'argent, ça c'est le cas des phalènes, qui cherchent à avoir le meilleur, c'est-à-dire le meilleur produit au meilleur prix. Donc, avoir des gains en termes de profit, en termes de résultats, des retours sur investissement. Et ça, c'est des choses qu'on analyse. Et ça permet à celui qui vend de voir quelle est l'offre la plus adaptée à répondre aux attentes du client. Donc, juste pour dire que la motivation, elle est importante. Et là, je me permettrai de citer juste un exemple de produit que les Sénégalais aiment à travers l'iPhone. Je dis souvent à mes étudiants, l'iPhone, c'est deux cibles. Les fans de technologie et les frimeurs. Beaucoup de gens ont un iPhone, mais non, c'est-à-dire ne savent pas comment l'utiliser de manière optimale. Et la preuve, ils préfèrent même l'exhiber en le gardant à la main pour que les gens sentent qu'ils appartiennent à une certaine communauté ou pour se revendiquer d'une certaine classe sociale. Donc, juste pour dire que la motivation est une variable importante avec laquelle on travaille. Le deuxième élément qui peut déterminer l'achat du client, c'est la perception. Et la perception en marketing, on le définit comme le mécanisme par lequel le client va recevoir les informations qu'on lui donne à travers le produit, va les traiter et va les analyser pour l'adapter à ses désirs. Maintenant, cette perception elle repose sur ses organes de sens. Et nous, en marketing, on a une dimension qu'on appelle le marketing sensoriel. Le marketing sensoriel, c'est quoi? On va chercher à influencer le client en passant par ses organes de sens. Si vous allez dans une boulangerie, lorsque vous ouvrez la porte, vous sentirez un certain parfum. C'est une façon de vous inciter à dire ne ratez pas cette occasion de bénéficier de pain chaud, etc., etc. Donc, juste pour susciter cet appétit chez vous. Si vous allez vers Poudre, et là je donne des exemples purement sénégalais, pour acheter une mangue, vous verrez une dame qui n'a jamais fait marketing, qui vous demandera de consommer avant d'acheter, pour vous donner la preuve que ce produit-là est un bon produit. Donc, elle va essayer de vous influencer par le goût. On influence par le toucher. Pourquoi lorsque vous allez dans les supermarchés pour vendre des fruits, on vous permet de les toucher pour sentir que c'est des produits de qualité? On influence par tous les organes de sens. Pourquoi lorsqu'il y a une promo, on met de la musique? Pourquoi le vendeur du Café Touba met en bande sonore des khassaïd? Donc c'est une façon de vous influencer à l'achat. Juste pour dire qu'en marketing, la perception est une variable très importante. Et cette perception, elle obéit à trois mécanismes, ce qu'on appelle l'attention sélective, la rétention sélective et la distorsion sélective. C'est quoi l'attention sélective? Pourquoi lorsque vous entrez dans un supermarché, vous arrivez à un rayon où il y a N produits, vous préférez prendre un produit et laisser les autres? Derrière ce choix, qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui motive ce choix-là? Et en marketing, on en est tellement conscient que lorsqu'on travaille le produit, on ne laisse rien de côté. On va travailler la marque, on va travailler le packaging, on va travailler le logo, on va travailler les couleurs, parce qu'on sait qu'il y a des couleurs qui sont froides, d'autres qui sont chaudes. Et c'est une façon de dire au client, notre produit, il est le meilleur. Parce que dans le rayon, c'est le produit qui va le plus attirer l'attention du client comparé aux autres. Juste pour dire que l'attention sélective, c'est un mécanisme par lequel le cerveau du client va se dire, pour les produits que j'ai en face de moi, voilà le produit qui m'intéresse. Et il va en profiter pour écarter les autres. Donc, si vous voulez profiter de cette attention sélective, c'est-à-dire dans votre conception du produit, vous devez réfléchir à votre marque, aux caractéristiques de vos produits en termes de packaging, en termes de couleurs, etc., etc. Ce sera une façon d'influencer cette attention sélective. Il y a un autre mécanisme qu'on appelle la distorsion sélective. Pourquoi lorsque vous allez dans une boutique, vous cherchez un produit que vous ne trouvez pas, à la place du produit, le Baol qui n'a jamais fait marketing, vous prend un produit assez identique au produit que vous recherchez pour vous le mettre entre les mains. Et dès qu'il le fait,
votre cerveau a commencé à dire, est-ce que je ne devrais pas le prendre? Parce que celui-là, il est sensiblement identique. En le faisant, ce gars-là, sans faire marketing, il vient de mettre en avant ce qu'on appelle la distorsion sélective. Parce que votre cerveau va tellement modifier le produit que vous avez entre vos mains, parce que vous refusez de rentrer sans acheter, que finalement, vous allez l'adapter au désir que vous cherchez à satisfaire. Et ce principe de distorsion sélective explique le fait qu'en marketing, on joue sur énormément de choses. La dernière fois, dans mon live sur le prix, j'avais parlé de biais cognitifs à travers l'effet d'ancrage, où pour négocier avec le client, on lui donnait dès le départ un prix très élevé pour l'éloigner du vrai prix et le pousser à négocier sur des prix très élevés. Donc juste pour dire qu'en marketing, la perception, elle est importante. Une autre variable avec laquelle on travaille, c'est la personnalité. Et la personnalité, elle est tellement importante parce que c'est des traits de caractère distinctifs qui permettent, c'est-à-dire qui poussent un client à avoir un certain comportement vis-à-vis du produit. Et cette personnalité, elle est d'autant plus importante qu'en marketing, on profite de ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Lorsqu'on est en face d'un client, et raison pour laquelle je dis le commercial, en général, ça doit être quelqu'un de très cultivé, parce que lorsque vous êtes en face d'un client, vous devez identifier son profil psychologique. Et le profil psychologique, pour l'identifier, on a recours à ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Et à travers l'analyse transactionnelle, on met l'accent sur l'état du moi. Et le moi, c'est l'âge psychologique du client. Quelqu'un peut avoir 60 ans et avoir un âge psychologique enfant. Qu'est-ce qui permettra de l'identifier? Imaginez un monsieur de 60 ans qui se met en costume avec une cravate rose, une montre de marque, alors qu'il a 60 ans. Mais ce gars-là, pour l'aborder, il ne faudra pas le considérer comme un vieux. Parce que son âge psychologique est un âge psychologique enfant. Donc juste pour dire que la personnalité, elle est très importante. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à travers cette variable, les clients étaient à la recherche d'une identité. Et cette identité poussait les entreprises à pousser leur personnalisation, à passer à une personnalisation de leurs produits. Et la preuve, regardez, actuellement, beaucoup de jeunes préfèrent mettre leur propre marque plutôt que de mettre les marques des autres. Là, vous avez vu que beaucoup de jeunes sont en train de faire de la customisation. Ils prennent des t-shirts, ils mettent leur propre marque, histoire de se valoriser et se dire « j'ai une identité à travers ce que je consomme ». Une autre variable sur laquelle on travaille sont les attitudes. Et les attitudes, en général, elles dépendent de l'aspect cognitif et de l'aspect affectif que le client a avec le produit. Pourquoi je parle de cognitif? Quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, je prends l'exemple d'une marque comme Nike. Si vous prenez N clients et que vous mettez une chaussure Nike face à N clients, ils n'auront pas les mêmes réactions. Tout dépendra de la culture que le client a par rapport au produit. Il y a des gens pour lesquels un parfum ne doit pas dépasser comme prix 3000 francs. Alors que d'autres sont tellement connaisseurs du produit qu'ils savent qu'il y a des produits qui peuvent aller jusqu'à 100 000, 200 000. Donc négocier avec ces types de clients ne signifiera pas la même chose pour le commercial. Donc juste pour dire qu'en marketing, la personnalité du client, c'est quelque chose de très important. Et il faut savoir l'identifier. Et je parlerai même plutôt de profil psychologique. Est-ce qu'il est leader? Est-ce que c'est quelqu'un de méthodique? S'il est leader, on verra que c'est quelqu'un qui va mettre en avant parce qu'il sait ce qu'il veut. Et c'est des éléments qu'on analyse, nous, en marketing. Le style de vie aussi, c'est quelque chose d'important. Le Sénégalais, il vit comment? Quels sont ses centres d'intérêt? Quels sont ses loisirs? Qu'est-ce qui l'intéresse? Voilà des éléments aussi qu'il faut essayer d'analyser. Et là, l'exemple bidon que je donne souvent à mes étudiants, imaginez un promoteur immobilier venir au Sénégal, construire des maisons et mettre des cuisines dans les salons. Il n'aura aucune chance de vendre. Parce qu'en venant au Sénégal, il n'a pas pris le soin d'analyser le style de vie des Sénégalais. Pour comprendre que chez nous, pour cuisiner, on met une marmite. Donc, il n'y a aucun intérêt à construire à l'occidental en mettant des cuisines dans des salons. Ça ne marchera pas. Parce que ça ne colle pas à notre style de vie. Donc, le style de vie, c'est les traits de caractère du client qui vont définir ses centres d'intérêt. Est-ce qu'il aime lire? Quels sont ses loisirs? Etc. etc., etc. Donc, c'est un élément qu'il faut analyser. Est-ce qu'il vit en famille? S'il vit en famille, est-ce qu'il ne faut pas revoir le conditionnement et faire des conditionnements familiales? Un conditionnement familial pour qu'il puisse boire et permettre à ses enfants de boire. Donc, juste pour dire que la réalité sociologique, le style de vie est un élément important. Et il est propre à chaque client. Un autre élément sur lequel il faut revenir concernant les variables individuelles qui sont propres à chaque client, ce sont les croyances. Et le système de croyances, qu'est-ce qu'il établit? C'est la satisfaction que le client a du produit. Il y a des gens, lorsque tu dis Gloria, le climat de confiance, il est déjà installé parce qu'on sait que c'est un produit de qualité. Donc, si vous êtes chef d'entreprise ou entrepreneur, vous devez travailler la satisfaction de vos clients.
Parce que c'est ça qui va déterminer la croyance qu'ils vont avoir vis-à-vis de vos produits. Et cette croyance, elle est importante. Parce que n'oubliez pas, on a une ambition. Et l'ambition, elle est très grande. Passer du statut de suspect au statut d'ambassadeur. Et l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui va recommander la marque. Donc, pour faire ce parcours-là, la satisfaction va être un élément important. Parce que c'est ça qui va déterminer la croyance que le client aura vis-à-vis de la marque. Maintenant, si toutes ces variables individuelles sont étudiées, un autre élément sur lequel il faut revenir, c'est le milieu de vie. Lorsque le client achète, quelles sont les variables environnementales qui peuvent l'influencer? Et comme variable environnementale, nous en marketing, on a identifié un élément essentiel qu'on appelle le groupe de référence. Le groupe de référence, c'est quoi? Lorsque vous êtes promoteur immobilier, vous vendez des maisons et que vous organisez des visites, pour quelqu'un qui n'a pas fait marketing, il pourrait penser que l'achat d'une maison pour un marié se fera sans la femme. Mais il passera totalement à côté de la vente. Et celui qui est marketing, il est conscient qu'un tel achat se fera par rapport à un groupe de référence qui est la famille. Et j'ai envie de dire même la femme. Et raison pour laquelle, pour vendre la maison, il fera tout pour organiser une visite où vous viendrez avec votre femme. Parce qu'il est conscient que dans le processus d'achat, l'achat ne se fera pas sans votre femme. Et il a tellement intégré dans le processus que dans l'approche, il vous demandera de faire une visite avec des membres de votre famille. Pour sceller l'achat et vous pousser à le faire de manière définitive. Donc, juste pour dire que le groupe de référence, il est important. Ce groupe de référence, il peut être primaire. Lorsqu'il est primaire, il s'agit des amis, des collègues, des membres de sa famille. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai comment tu consommes. Ça peut être ta femme. Il y a des achats pour lesquels le niveau d'implication de la femme est très important. Des achats immobiliers, lorsque vous achetez des meubles, lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous achetez une maison. Le groupe de référence primaire, il est important. Il y a ce qu'on appelle un groupe de référence secondaire. C'est quoi le groupe de référence secondaire? C'est les associations auxquelles vous appartenez, les clubs. Et cette dimension, elle est importante parce que les entreprises l'ont tellement comprise qu'actuellement, beaucoup d'entreprises créent ce qu'on appelle des clubs d'acheteurs. Donc le club d'acheteurs, c'est quoi? On est amateur de Rolex. Pour dépasser le lien du marché et créer un lien affectif entre les clients et les entreprises, et l'entreprise, on va penser à créer un club d'amateurs de Rolex ou un club d'acheteurs de Rolex. Comme ça, en dehors même des ventes qu'on va réaliser avec eux, on pourra organiser des fêtes et créer cet aspect, cette dynamique communautaire qui fera que les membres vont s'auto-influencer et vont se comporter comme des administrateurs de la marque et iront débaucher d'autres qui pourront intégrer dans le club. Et tout le monde voit qu'actuellement, beaucoup de marques de voitures sont en train de créer des clubs d'acheteurs de Mercedes, des clubs d'acheteurs de Rolex, des clubs d'acheteurs de tels produits, etc. etc. C'est pour cultiver ce groupe secondaire qui a son influence lors de l'achat. Un autre élément important par rapport au milieu de vie de l'individu, ce sont les classes sociales. Dis-moi à quelle classe sociale tu appartiens, je te dirai comment tu consommes. Je prends l'exemple des habitants des Almadies. Aux Almadies, tout le monde sait que tout le monde a besoin d'un système d'alarme avec un truc de vidéosurveillance, etc., etc. Les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Les samedis, il faut aller à la piscine, etc., aller faire des trucs. Les vacances, il faut faire du voyage, etc., etc. Qu'est-ce qu'il explique? C'est parce qu'en habitant le quartier, il y a une certaine homogénéisation des modèles de consommation qui va justifier qu'on va s'auto-influencer. Donc la classe sociale, elle est importante. Et c'est une variable qu'on analyse lorsqu'on veut comprendre le milieu de vie du client. Les facteurs de situation. Lorsque vous achetez, vous êtes influencé par l'environnement physique. Le décor, l'éclairage, le son, ça vous intimide. Et raison pour laquelle dans le positionnement, l'image du point de vente est hyper importante. Parce que c'est un élément qui va permettre à l'entreprise d'imposer le respect au client. C'est une variable sur laquelle il faut beaucoup travailler. Le son, l'éclairage, le choix des commerciaux, etc., etc., etc. Dans les facteurs de situation, il y a un autre élément essentiel. C'est un élément lié à la présence d'une tierce personne. J'avais dit que le produit en marketing ne se défend pas tout le temps seul. Il faut l'aider. Il faut le défendre. Et raison pour laquelle dans beaucoup de boutiques, vous verrez, il y a la présence d'un commercial qui est là et qui est à vos soins pour vous aider à mieux circonscrire vos besoins et à vous orienter vers les meilleures offres. Ce sera une façon de vous influencer. Donc, dans les facteurs de situation, il y a l'état mental du client. Lorsque vous achetez et que vous êtes fatigué, en général, vous ne faites pas souvent les bons choix. Et le client, il identifie ça. Et lorsqu'il m'arrive parfois d'aller dans des boutiques, dès que je vois le client, par exemple pour des achats de chaussures, dès que je vois le client tenir la chaussure, moi-même je me rends compte que ce gars-là, il va faire un achat.
il n'y a aucune raison pour qu'il passe à côté de l'achat. Parce que dans la façon de tenir la chaussure, il montre déjà qu'il est séduit. Et ces gens qui n'ont pas fait marketing, qui sont ball, c'est des choses qu'ils comprennent. Et ils les comprennent tellement que même dès que tu entres dans la boutique et que tu tiens la chaussure, dans la façon de tenir la chaussure, ils savent que cet achat-là va se faire. Et ils vont avoir un comportement désintéressé. Et ils vont fixer un prix assez élevé au départ. Et ils sont conscients que quoi qu'il advienne, toi tu ne sortiras pas sans faire l'achat. Parce que dans la façon de tenir la chaussure, tu t'es déjà révélé. Donc juste pour dire que les gens qu'on rencontre dans nos marchés, c'est des gens qui pratiquent du marketing sans le savoir. Un autre élément essentiel lié à la perception que j'ai noté, et ça c'est une innovation, c'est lorsque j'ai vu des ball vendre des tissus à la pesée. Vous faites le tour du monde, vous verrez aucune boutique au niveau mondial vendre des tissus à la pesée. Et pourtant c'est un concept qui a réussi. Et c'était une excellente façon de jouer sur la perception du client. Parce que lorsque le client achète 3 yards de tissu par exemple à 5 000, on lui propose 2 yards 50 qui pèse 1 kg en lui disant le kilo est à 4 000. Mais le client, il va penser que plus que avec les 3 yards 50, on a le kilo à 4 000, il fait un bon achat. Alors qu'en réalité, c'est juste un effet de perception qu'il a. Parce que le prix du tissu a été fixé au kilo. Sans compter qu'il a la possibilité de choisir la composition des tissus qu'il veut. Donc juste pour dire que nos ball qu'on a au niveau sénégalais, c'est des gens qui pratiquent le marketing, parfois sans le savoir. Et moi, il m'arrive de les rapprocher pour voir en réalité les stratégies qu'ils développent. Donc juste pour dire, pour récapituler, lorsque le client achète, ce qu'il faut retenir lorsque vous avez un business, il faut essayer à identifier les variables individuelles qui sont propres à lui, qui déterminent son achat, et les variables environnementales qui l'influencent. Si les variables individuelles sont identifiées, vous devez réfléchir sur les dispositifs ou la stratégie marketing que vous devez élaborer pour influencer cette variable que vous avez déjà identifiée. Et vous comprendrez le lien qu'il existe entre ces variables-là et le mix marketing. Parce que cette influence, ça se fera à travers votre produit, votre prix, votre façon de vendre, votre façon de communiquer et votre positionnement. Donc juste pour dire que le client, il faut le comprendre. Comprendre son milieu de vie, ses groupes de référence. L'inciter à acheter par les facteurs de situation, identifier sa classe sociale, identifier son profil psychosociologique, quel est son âge psychologique, quelle est sa personnalité, est-ce que c'est quelqu'un d'aventurier, est-ce que c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, quelles sont ses motivations, quel est son style de vie, quelle est sa personnalité, quelle est sa croyance vis-à-vis du produit. Et c'est des éléments sur lesquels il faut beaucoup réfléchir. Et je vois que dans beaucoup de projets de jeunes, c'est des éléments qui ne reviennent pas. Moi, j'incite beaucoup de jeunes à mettre ces éléments-là dans leur projet. Parce que dans les business plans qu'on nous montre en général, les variables ne sont pas bien présentées et identifiées. Et moi, je considère que c'est des efforts à faire. Et lorsque ces variables sont identifiées, il faut toujours réfléchir sur les dispositifs sur lesquels qu'il faudrait mettre en place pour créer cette interaction entre ces variables et les dispositifs d'influence. Donc, si les variables qui influencent vos clients sont identifiées, pour mieux les comprendre, il faut revenir sur le processus d'achat. Lorsqu'un client achète, il achète comment? Et là, on se rend compte que le client, forcément, il ne sait pas acheter. Et si on lui fait confiance dans son processus d'achat, on peut le perdre. Lorsqu'un client achète, tout dépend de l'achat qu'il veut faire. Selon que ce soit un achat impulsif qui n'est pas programmé, un achat automatique, un achat réfléchi, un achat semi-automatique. Il achète comment? Le processus d'achat, il commence déjà par ce qu'on appelle la reconnaissance du besoin. Cette reconnaissance du besoin, elle peut être inhérente au client. C'est le client qui dit, demain j'ai un baptême, il me faut des chaussures. Donc là, le dispositif marketing ne l'a pas influencé. C'est lui-même qui s'est rendu conscient de ses besoins et qui va aller vers l'achat. Mais retenez que la reconnaissance du besoin en marketing, on peut le déclencher. Et c'est là où on nous critique en disant qu'on est des manipulateurs. Et il faut le reconnaître, parfois on est dans la manipulation. Comment on peut déclencher ce besoin-là chez le client? Lorsqu'on dit promotion 100%, peut-être que le client n'avait pas envie d'acheter du crédit. Mais dès qu'on dit promotion 200%, il se dit c'est une occasion à ne pas rater. Donc la promotion est un élément qui va déclencher le besoin chez le client. Et raison pour laquelle, dans notre politique de communication, la promotion est un élément sur lequel on travaille. La reconnaissance du besoin peut être déclenchée par la publicité. Vous avez le dernier iPhone, on passe à la télé une publicité en boucle sur le nouveau iPhone et finalement c'est une façon de vous pousser à vous dire, surtout lorsque vous avez une motivation hédoniste, il me faut ce produit-là.
Pourtant, le besoin n'était pas là, mais on l'a provoqué à travers la publicité. Donc, juste pour dire qu'en marketing, on a des moyens pour provoquer le besoin chez le client. Ça peut être la promotion, ça peut être la publicité, ça peut être même le merchandising. La façon d'exposer le produit qui va créer une réaction émotionnelle. Et on le comprend bien lorsqu'on va en ville, les efforts que les gens font dans l'exposition et dans le merchandising de leurs produits à travers des portes vitrées, des dispositifs vitrés pour dire au client, vas-y, viens. Et provoquer cette séduction-là chez lui. Donc juste pour dire que pour provoquer le besoin chez le client, on a plusieurs dispositifs sur lesquels on agit. La publicité, la promotion, le merchandising, tout un tas de trucs. Maintenant, si le besoin est déclenché chez le client, quelle est la deuxième étape que le client va connaître dans son processus d'achat? S'il identifie son besoin, il va commencer à chercher des informations. Où est-ce que je peux me procurer les meilleurs produits? Et cette étape, elle est cruciale. Pourquoi elle est cruciale? Si vous ne faites pas un effort de communication, le client ne vous intégrera pas dans ses possibilités du marché. Parce qu'en évaluant les possibilités du marché, il va faire appel à sa mémoire. Et c'est là où la satisfaction est importante. Parce que n'oubliez pas, dans la notion de perception, je suis revenu sur ce qu'on appelle la rétention sélective. Si c'était un produit qui avait déjà donné satisfaction, il va revenir à ce produit-là. Et c'est ce qui explique que parfois certains, pour se coiffer, font des kilomètres pour aller voir leur coiffeur. Parce que depuis qu'ils ont commencé à le faire, à chaque fois qu'ils reviennent, les gens ont une bonne appréciation de la coupe qu'ils ont eu à faire. Et ça les pousse à retourner là-bas à chaque fois qu'ils doivent faire une coiffure. Et pourtant, entre le point qu'ils quittent et là où ils vont pour se faire coiffer, il y a énormément de coiffeurs qu'ils rencontrent. Mais ils préfèrent revenir vers le premier coiffeur qu'ils ont connu. Juste pour dire que pour évaluer les possibilités du marché, le client il va faire appel à sa mémoire. Et si vous êtes un produit qui lui avait déjà donné satisfaction, il va vous intégrer dans sa mémoire. Et à chaque fois que le besoin viendra, il retournera chez vous. Et il va innover et il va écarter toutes les autres possibilités du marché. Il ne pensera qu'à vous. Et voilà la raison pour laquelle la satisfaction est un maître mot en marketing. Et c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup. Un autre élément important, lorsqu'il va évaluer les possibilités du marché, il peut faire appel à son capital relationnel. Son capital relationnel, c'est quoi? Il va se rapprocher de son groupe de référence. Qui pouvez-vous me recommander? Et si c'était des clients qui avaient aussi eu satisfaction et qui étaient déjà devenus ambassadeurs de la marque, ces gens-là vont te recommander facilement. Donc vous voyez le lien qu'il y a entre le dispositif marketing et les variables dans la stratégie d'influence du client. Il peut recourir à la publicité. Peut-être c'est une boutique qu'il ne connaissait pas. À travers une émission de Boops à la radio, il s'est rendu compte que pour le produit qu'il recherche, il y a une boutique installée aux Almadies qui propose des produits intéressants. Et à partir de ce moment, il va t'intégrer dans les possibilités. Donc la communication est un élément qu'il faut travailler, de même que la satisfaction. Parce que ce sont ces deux éléments qui vont expliquer que dans le processus d'achat, lorsqu'il aura à évaluer les possibilités du marché, il va vous intégrer dans ces possibilités. Si maintenant le client réussit à vous intégrer dans ces possibilités, il va passer à l'évaluation des possibilités. Et dans l'évaluation des possibilités, en marketing, on est tellement intéressé par le client qu'on est allé voir dans son cerveau comment il va évaluer les possibilités du marché. Et lorsqu'on a fait cette étude en marketing, ça nous a amené à une conclusion très simple. C'est que lorsque le client évalue les possibilités du marché, il a recours à deux modèles d'évaluation. Ce qu'on appelle un modèle compensatoire et ce qu'on appelle un modèle non compensatoire. C'est quoi le modèle compensatoire? Et ça, ce n'est pas un modèle qu'il écrit sur papier, mais c'est son cerveau qui va fonctionner comme ça. Et ce modèle, il est tellement réel que ceux qui sont experts en approvisionnement, en achat, c'est ce modèle-là qu'ils utilisent. Lorsqu'il y a des appels d'offres, on met les caractéristiques, on met les seuils de satisfaction, on note chaque critère, on pondère les critères et on choisit un produit. Mais ce modèle en marketing, le client l'utilise. Lorsqu'il doit faire un achat réfléchi, à supposer acheter une maison, acheter une voiture, le client dans son cerveau, il va recenser toutes les caractéristiques qui sont importantes pour lui. Et il va essayer de les noter à travers les différentes possibilités qu'il a sur le marché. Et c'est en fonction de la note qu'il va attribuer à travers son cerveau, et cette analyse va être très rapide, c'est à travers la note qu'il va attribuer, à travers la compensation de toutes les caractéristiques qui seront évaluées. C'est à partir de ça qu'il se dira, voilà le produit qui est meilleur pour moi. Donc retenez ceci, lorsque le client fait un achat réfléchi,
Dans son processus d'évaluation des possibilités, il va intégrer ce qu'on appelle un modèle compensatoire. Raison pour laquelle, dans la conception du produit, il faut négliger aucun aspect. Toutes les caractéristiques du produit doivent être étudiées. Le design, les caractéristiques techniques, les services associés, l'accueil, etc. Les modalités de paiement, etc., etc., etc. La qualité du produit, tous ces éléments doivent être étudiés. Le prix, tous ces éléments, il faut les analyser. Parce que lors de l'achat réfléchi, c'est des éléments qu'il va compenser lors de son évaluation. Maintenant, à côté de ce modèle compensatoire, il a recours à un autre modèle qu'on appelle le modèle non compensatoire. Mais ce modèle-là, il est beaucoup plus utilisé pour des achats qui sont impulsifs. Je m'explique. Lorsque vous achetez un bonbon, vous n'allez pas être là à dire « ce bonbon, voilà toutes les caractéristiques que je vais étudier sur ce bonbon ». Ça n'aura pas de sens. Vous allez choisir sur la base du critère que vous allez considérer comme le plus important. Et raison pour laquelle, lorsqu'on parle du modèle non compensatoire, on a recours à 3 sous-modèles. Ce qu'on appelle le modèle lexicographique, ce qu'on appelle le modèle conjonctif, ce qu'on appelle le modèle disjonctif. C'est quoi le modèle lexicographique? C'est lorsque le client décide sur la base de l'attribut qu'il considère comme le plus important. Je dois acheter ce produit-là. C'est l'attribut design qui est plus important pour moi. Donc je ne vais regarder que ça. Et il achète sur cette base-là. Il y a ce qu'on appelle le modèle le modèle disjonctif. C'est quoi le modèle disjonctif? S'il a le produit en face de lui, il va identifier les 3 critères les plus importants et il va les classer par ordre d'importance. Et il va commencer par comparer les produits en partant du premier critère qu'il a considéré comme le plus important. Et s'il considère que pour une marque, la note a été beaucoup plus grande par rapport aux autres, l'achat va se faire par rapport à ce critère. Donc juste pour dire que le modèle non compensatoire, il est beaucoup plus utilisé pour des achats qui sont automatiques, des achats qui sont impulsifs, qui ne sont pas programmés. Maintenant, s'il a évalué et qui s'est dit, voilà la possibilité du marché qui répond le mieux au désir que je souhaite satisfaire, il va décider de son achat. Donc, interpeller son budget, choisir le lieu où il va le faire, la quantité, réfléchir sur les modalités de règlement. Et c'est là aussi qu'il faut intervenir parce que dans les modalités de paiement, il faudra être très flexible et faire la meilleure offre. Et dans le positionnement du produit, de l'entreprise, tous ces éléments doivent être intégrés. Comment les autres concurrents se comportent en termes de modalités de règlement? Quelles sont leurs caractéristiques? Et on comprend que l'analyse concurrentielle est quelque chose aussi d'important parce que ça permet de voir comment différencier son offre et se positionner par rapport à ses concurrents. Donc, le processus d'achat, quel est l'intérêt de l'analyser? À chaque étape du processus, on peut réfléchir sur le dispositif marketing qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc, récapituler en disant, lorsqu'on analyse le client, on analyse 2 choses. Quelles sont les variables les plus importantes qui influencent son achat? J'avais dit qu'il y a des variables qui sont individuelles et des variables qui sont environnementales. Lorsqu'il achète, à chaque étape de son processus d'achat, au plan marketing, qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer cette étape-là? Tout en sachant que ce n'est pas pour tous les achats que ce processus-là va être respecté. Si on connaît son processus d'achat et qu'on peut l'influencer, on connaît les variables qui l'influencent à l'achat et qu'on a la stratégie marketing appropriée pour influencer chaque variable. La question à laquelle il faut répondre, c'est que lorsque le client achète, il est influencé par quoi? Et c'est intéressant à analyser. Pourquoi c'est intéressant à analyser? Parce qu'en marketing, nous, on différencie le consommateur de l'acheteur. Je donne un exemple. Lorsque vous allez acheter du chocolat, vous pouvez acheter du chocolat pour vos enfants. Ce sont vos enfants qui sont les consommateurs. Mais pourtant, c'est vous l'acheteur. Et en marketing, l'identification des acteurs qui interviennent lors de l'achat est hyper important. Imaginez quelqu'un qui vend des livres de marketing, qui vient là où j'enseigne, au CFPC, qui au lieu de venir me voir, va voir les étudiants pour leur proposer les produits. On supposera que ce gars-là n'est pas marketing. Parce qu'en élaborant sa stratégie marketing, il n'a pas réfléchi sur le processus d'achat, sur les acteurs qui étaient beaucoup plus influents. S'il l'avait fait, il aurait compris que moi, en tant que prof, je suis un prescripteur et je suis un influenceur. Et dans mes classes, j'ai 50 à 60 étudiants que je peux influencer pour chaque filière. Et le fait de venir chez moi était beaucoup plus réfléchi que d'aller voir les étudiants de manière individuelle. Donc, juste pour dire que lorsque vous avez une stratégie marketing et que vous voulez vendre votre produit, dans le processus d'achat, il faut comprendre que l'achat du client n'est pas forcément libre. Il est influencé. Et il est influencé par beaucoup de choses.
il est influencé par un certain nombre d'acteurs. Ces acteurs, on peut les identifier. Ça peut être un initiateur, ça peut être un prescripteur, ça peut être un expert. Raison pour laquelle, même pour vendre des médicaments, les délégués médicaux se rapprochent des médecins et des pharmaciens. Parce que ce sont des prescripteurs et c'est des experts qui ont la possibilité d'influencer leurs patients dans le choix de leurs médicaments. Donc si demain vous devez vendre un produit, considérez que cette vente doit se faire avec tous les acteurs d'influence. Et ces acteurs d'influence, même si vous devez concevoir votre politique de communication, il faut les intégrer. Pourquoi lorsqu'on monte une publicité où on vend du chocolat, les parents sont spectateurs, on voit les enfants jouer, et ce sont les enfants même qui décident du chocolat et qui viennent l'imposer à la table aux parents. Parce que dans la conception de la communication, dans la copie stratégie, on a identifié qu'un parent, il n'achète pas du chocolat pour lui, il l'achète pour ses enfants. Et on en est tellement conscient que dans la publicité, on ne cherche pas à convaincre le parent, même si on cherche à le faire, on cherche plus à convaincre les enfants que le parent. Parce que ce sont les acteurs les plus influents lors de l'achat, même s'ils ne sont pas présents dans la boutique. Donc juste pour dire que dans la communication, à chaque fois que vous regardez une publicité, désormais, ayez cette habitude, dites pourquoi on a valorisé tel dans la publicité et pas tel. Et ça vous permettra de comprendre qu'à chaque fois qu'on conçoit une publicité, on met l'accent sur l'influenceur le plus important. Parce que sans lui, l'achat ne se fera pas. Donc juste pour dire qu'un achat en marketing, il n'est pas libre. Il est influencé par des variables, il est influencé par des acteurs. Et ces acteurs, nous, on les intègre dans la stratégie de communication. Revenir sur un élément très important. Et ça, c'est le lieu de réfléchir sur des modèles sénégalais. Parce qu'au Sénégal, le profil du client, il faudrait qu'on puisse en parler. Du point de vue marketing, moi je considère qu'il y a beaucoup de travail qui nous attend parce qu'on a laissé la porte ouverte aux étrangers. Je prends l'exemple des chaînes de restauration. Pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas un Sénégalais qui s'est imposé et qui a osé faire autre chose que des tacos et des burgers et des pizzas? Et on a laissé la porte ouverte à des concepts qui étaient totalement américanisés, si je peux dire, comme s'il n'y avait pas possibilité de faire une offre et de proposer quelque chose. Et mes études m'ont permis de comprendre que jusqu'à présent, le client sénégalais, on ne l'a pas encore satisfait. On est juste en train d'importer des concepts, de faire du marketing des expériences, aller importer des concepts qui ont déjà réussi ailleurs pour lui proposer. Et l'exemple que je vais vous donner, le fait que les dibiteries Aoussa se soient imposées, le fait qu'il y ait des mamans, des ménages qui vendent dans les quartiers des sandwichs qui n'ont rien à voir avec des pizzas et des burgers et qui réussissent pourtant à faire leur business, montre que le Sénégalais est très ouvert à d'autres goûts et à d'autres modèles de produits. Et le pizza, pour moi, ou le burger, comme on dit, ou le hamburger, ce qui fait sa réussite pour moi, c'est juste le nom. Parce que si vous prenez la composition du burger qui a réussi ailleurs, mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans un burger? Mais c'est juste l'effet marketing. Lorsque le client il se rapproche d'une pizzeria et qu'il dit « Vendez-moi un hamburger », il achète son ticket, il est là, il se sent valorisé. C'est comme s'il se sentait américain. Donc c'est plus la dimension marketing même que la valeur intrinsèque du produit. Parce que dans la composition du burger, il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Juste pour dire qu'en tant que mercaticien, on a du travail. Et il faudrait qu'on commence à réfléchir sur le profil du client sénégalais pour voir comment lui faire des offres qui sont adaptées à ses désirs. Parce que jusqu'à présent, c'est des concepts qui sont imposés. Et de ce point de vue, il y a du travail à faire. Parlons des groupes de référence. Moi, jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas des stars sénégalais qui n'ont pas leur marque de chaussures, comme Kanye West, qui allait signer avec Adidas pour faire sa marque de Boost. Donc, juste pour dire que le client sénégalais, jusqu'à présent, on fait du marketing, mais on ne l'a pas encore intégré totalement dans notre dispositif. Parce que pour moi, il reste à le satisfaire. À tous les niveaux, du point de vue de la restauration, du point de vue de l'habillement. Et le seul regret que j'ai, c'est que quelqu'un comme Youssou N'Dour ne puisse pas avoir sa marque de vêtements. Et pourtant, c'est un concept qu'il a réussi. Parce que je me rappelle lorsque j'étais au primaire, lorsqu'il était venu avec son fameux chapeau Woy, ce chapeau prisonnier, le lendemain, tous les Sénégalais avaient adopté le concept.
Et jusqu'à présent, après tant d'années de réussite, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme lui, malgré qu'il ait réussi beaucoup de choses, en mettant en place une grande chaîne de communication, n'ait pas réussi à mettre sa marque de vêtements, sa marque de lunettes, sa marque, etc. Juste pour dire que des groupes de référence, on en a. Mais c'est ce complexe qu'on a jusqu'à présent, qui explique le fait qu'on n'arrive pas à s'imposer, à défendre nos marques et à les proposer. Et de ce point de vue, j'invite les marketeurs à réfléchir sur ça et à proposer des idées. Aller aider ces stars-là à monter leur marque. Parce qu'en réalité, derrière ce qu'on nous propose dans les modèles occidentaux, c'est juste le marketing qui est là, mais rien d'extraordinaire. Donc, juste terminer par dire, si je dois donner des conseils aux entrepreneurs concernant la conception ou la compréhension de leurs clients, je commencerai par leur dire, lorsque vous avez un projet, déjà commencez à répondre à des questions aussi simples. Qui sont mes clients? Et vous commencez à créer une liste en les identifiant. Si vous avez une agence de voyage qui est implantée quelque part, vous pouvez dire par exemple des professeurs d'université, parce que chaque année peut-être ils voyagent, des commerçants, etc. Donc déjà commencez à identifier vos clients. Pour ceux qui achètent chez vous, commencez à les classer en identifiant les clients, les gros clients et les petits clients. N'essayez même pas de faire une segmentation, parce qu'en marketing, on a des techniques assez complexes. Segmentation, une loi 20-80, une méthode scoring RFM, la méthode ABC, mais c'est des méthodes qui vont être beaucoup plus compliquées. Commencez à partir des achats et de la régularité de vos clients à voir qui est gros et qui est petit, qui est moyen client. Pour les clients fidèles et qui sont gros clients, commencez à réfléchir sur des programmes de fidélisation. Les appeler de temps en temps. Essayez d'avoir des informations sur leur date d'anniversaire. À chaque fois qu'il y a des produits, essayez de leur envoyer des produits. Parfois, de temps en temps, appelez-les pour voir comment ils vont, etc. Qui sentent, c'est-à-dire, essayez de faire en sorte qu'ils puissent sentir ce sentiment de reconnaissance et ce besoin d'affection qu'ils éprouvent tant. Montrez-leur de l'affection. Créez du wow feeling avec eux. Surprenez-les par vos appels, par vos messages. Ce sera une façon de les garder. Si vous avez une base de données et que vous avez des clients et que vous n'avez pas encore de base, à chaque fois que des gens viennent acheter chez vous, faites en sorte de recueillir toutes les informations sur eux. Créez votre base, ça peut être sur un papier. Si vous n'avez pas d'ordinateur, prenez un papier, mettez leur numéro de téléphone, mettez leur adresse. De temps en temps, s'ils ne viennent pas acheter et qu'ils ne sont pas réactifs, appelez-les. Dites-leur pourquoi ils sont restés un moment sans que vous puissiez les voir. Essayez de savoir leurs préoccupations. Essayez de savoir ce qu'ils font. Combien ils ont comme budget? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Pourquoi ils viennent vers vous? Quels sont les arguments clés de vente qui font en sorte qu'ils achètent chez vous et pas chez vos concurrents? S'ils sont chez vos concurrents, pourquoi ils sont chez vos concurrents? Qu'est-ce qui explique le fait qu'ils soient chez vos concurrents? Qu'est-ce que les concurrents ont que vous n'avez pas? Essayez d'avoir ces informations-là. D'autres informations qu'il faut essayer de savoir, où est-ce qu'ils habitent? Si on devait améliorer le produit, quelles sont les améliorations qu'il faudrait